Dans le livre qu'on m'a fait lire, un seul personnage qui ne l'ait été. Il est donc évident que je dois faire le sacrifice de mon prépuce. Le plus tôt, c'est le mieux. Il ne délibéra point. Il envoya chercher le chirurgien du village et lui pria de lui faire l'opération. Comptant réjouir infiniment mademoiselle de Kercabon et toute la compagnie, quand une fois la chose serait faite, le frater, qui n'avait point encore fait cette opération, en avertit la famille. La bonne Kercabon trembla que son neveu, qui paraissait résolu et expéditif, ne se fit lui-même l'opération et qu'il n'en résulta de tristes effets auxquels les dames s'intéressent toujours par bonté d'âme. Le prieur redressa les idées du Huron. Il lui remontra que la circoncision n'était plus de mode, que le baptême était plus doux et plus salutaire, que la loi de grâce n'était pas comme la loi de rigueur. L'ingénu disputa, mais reconnut son erreur. Enfin, il promit de se faire baptiser quand on voudrait. On prit jour avec l'évêque de Saint-Malo, qui, flatté, comme on peut le croire, de baptiser un Huron, arriva dans un pompeux équipage suivi de son clergé. Mademoiselle de Saint-Yves bénit son Dieu, mit sa plus belle robe, et fit venir une coiffeuse de Saint-Malo pour briller à la cérémonie. L'église était magnifiquement peinte. On ne voulait pas être en France. Déjà, je sentais que je n'aimerais jamais la France, telle qui gueule sur le vieux crabe, déteste les Arabes et les Juifs. Je m'y sentais déjà mal. La France n'était pas un pays potable. À 8 ans, je ne pouvais déjà plus la voir. Ça ne m'amusait pas d'être français. Je disais donc qu'à l'automne 1976, mes parents décidèrent, sous l'idée originale de mon père, de m'emmener au 12e salon de l'enfance battue, porte de Versailles à Paris. Il y avait là allées, travées, tendres. Des familles s'y promenaient avec leurs enfants blafards, bleus, maigres, claudiquants, le visage tuméfié, recouvert d'hématomes. Nous nous arrêtâmes devant un premier stand spécialisé dans les placards. Il y en avait de toutes sortes. Et le vendeur, un homme tout vêtu de jaune, m'avait paru d'une grande gentillesse. Nous possédons un très large choix de placards, commença l'homme en jaune en direction de mon père. La gamme a été totalement repensée cette année, notamment au niveau acoustique. En cas de cris entendus par les voisins, Placard et Tranquillité s'engagent à rembourser la totalité de la somme. Bon, ce serait pour un enfant de quel âge? C'est pour ce petit garçonnet peut-être? Oui, mon père. Ah, 8 ans. Bien, nous partirons donc sur une taille 8-12 ans. Alors, il y a un modèle qui marche plutôt bien cette année, c'est le modèle apparent de Sauve, qui consiste à recouvrir le module enfant par des étagères de bibliothèque, de tranches apparentes de Balzac, Freud ou Voltaire. L'enfant, à l'abri derrière les livres, sera préservé des regards curieux. Placard et Tranquillité possède, comme vous le voyez, une configuration de 2 à 5 bandeaux qui peuvent faire jusqu'à 5,50 m de largeur. Ce qui, bien évidemment, est théorique, puisque l'enfant martyr dans un tel espace pourrait se dégourdir tout à son aide. Or, ceci est contraire à notre charte de qualité-confiance. Enfant à l'étroit, oui. Enfant roi, non. Jusque l'année dernière, notre slogan. C'est une philosophie qui me plaît beaucoup. Mon père. Nous sommes une maison sérieuse, monsieur. 70 ans d'expérience. Chez Doulorama, nous partons du principe que la maltraitance est un sujet grave. On saurait être prise par-dessus la jambe. Nous voyons des amateurs, vous savez. Les gens font n'importe quoi. Ils pensent qu'il suffit de tabasser leur gamin pour en faire un enfant martyr. Je ne devrais pas vous dire cela parce que moi, commercialement, ça m'arrange, mais c'est une chose qui s'est beaucoup trop démocratisée avec le temps. Un peu comme le tennis, le golf ou le ski. On trouve même des martinets dans les drogueries maintenant. L'époque est devenue folle. Les gens frappent leur gamin avec l'instrument qui bien souvent sert à corriger le chien. Il y a un bon respect de l'enfant qui se perd. Bref, la cagaillerie est garantie jusqu'à la classe terminale. Nous n'assurons pas au-delà. C'est bien souvent l'époque de sa scolarisation où l'enfant martyr cesse d'être martyrisé. Il faut dire qu'il use de son développement morphologique pour contrevenir à la violence parentale. C'est pas dire que les enfants ne respectent plus rien.
Ma femme et moi avons même renoncé à porter la main sur notre petite dernière, tant ses grands frères et ses grandes sœurs nous ont déçus par le passé. Il vas-y que je te menace de procès ou que je ne veuille plus te voir. Il y a une non-compréhension dans les familles. Je n'ai point échappé à la règle. Parfois, j'en viens à me demander si je les ai vraiment bien battus. Si c'était à refaire, je les battrais sans doute différemment. On pense toujours bien mal faire. Finalement, on se trompe. Il y a les bois de taillis, les arbustes qui vous agrippent méchamment la figure au passage. Ceux-là sont remplis de fraises, de muguets, de soleil et de serpents. J'y ai tressailli de frayeur suffocante à voir se glisser sous mes pieds ces petits corps lisses et croix. 20 fois je me suis arrêtée, haletante, en découvrant sous ma main, près de la face rose, une couleur le plus près possible à toucher son corps. D'ailleurs, les plats sont disposés de telle sorte que même sans le vouloir, tu te retrouves collé à ta voisine sans que celle-ci puisse se reculer. Engage alors la conversation par des banalités. À qui sont ces chevaux? Demanderas-tu avec empressement. Et dès que tu sauras quels sont favoris dans la course, ce sera aussitôt les tiens. Quand, précédant l'ouverture des jeux, se déroulera la procession où l'on porte les images des dieux, bien sûr, tu devras acclamer particulièrement celle de Vénus. Si par hasard, ce sont les choses qui arrivent, un peu de poussière vient à tomber sur la poitrine de la jeune fille. Du faucon, il prit une grue près d'un village nommé Pectole. La trouvant jeune et grasse, il ordonna qu'on la remît à son cuisinier pour la rôtir et la servir à son souper. Notez bien que ce cuisinier, vénitien d'origine, et qui portait le nom de Cicibio, était un sot accompli. Il prend la grue et la fait rôtir de son mieux. Elle était sur le point d'être cuite et répandait une excellente odeur, lorsqu'une femme du quartier appelée Brunette, dont Cicibio était amoureux, entra dans la cuisine. L'agréable fumée qu'exhalait l'oiseau qu'on venait d'ôter de la broche fait naître à cette femme l'envie d'en manger, et aussitôt de prier instamment le cuisinier de lui en donner une cuisse. Celui-ci se moque d'elle et lui répond en chantant: vous ne l'aurez pas, dame Brunette, vous ne l'aurez pas de moi. Si vous ne me la donnez, répliqua la femme, je vous jure que vous n'aurez jamais rien de moi. Après plusieurs paroles de part et d'autre, Cicibio, qui ne voulait pas déplaire à sa maîtresse, coupe la cuisse et la lui donne. Il y avait ce jour-là au logis grande compagnie à souper. La grue fut servie avec une seule cuisse. Un des convives, qui fut le premier à s'en apercevoir et en montrer de l'étonnement, Messire Conrad fit appeler le cuisinier et lui demanda ce qu'était devenu aux faux cuisses. Il fut le premier à en voir une douzaine, tout appuyées sur un pied, comme elles le font ordinairement quand elles dorment. Il les montre aussitôt à son maître en lui disant: voyez, monsieur, si ce que je vous disais hier au soir n'est pas vrai. Regardez, voyez ces grues, si elles ont plus d'une jambe et d'une cuisse. Je vais te montrer qu'elles en ont deux, répliqua Conrad. Attends un peu. Et s'étant approché, il se mit à crier: ouh, ouh, ouh! À ce bruit, les grues de s'éveiller, de baisser l'autre pied et de prendre ensuite la volée. Eh bien, Marot, dit alors le gentilhomme, les grues ont-elles deux pieds? Que diras-tu maintenant? Mais monsieur, répartit Cicibio, qui ne savait que dire, vous ne criâtes pas ouh, 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 à celle d'hier au soir? à la pâle clarté des lampes languissantes, sur de profonds coussins tout imprégnés d'odeur, Hippolyte rêvait aux caresses puissantes qui levaient le rideau de sa jeune candeur. Elle cherchait dans l'œil troublé par la tempête de sa naïveté le ciel déjà lointain, ainsi qu'un voyageur qui retourne la tête vers les horizons bleus dépassés le matin. De ses yeux amortis, les paresseuses larmes, l'air brisé, la stupeur, la morne volupté, ses bras vaincus, jetés comme de vaines armes, tout servait. Pour qui tu
qui le retient, qui l'empêche de passer. Ce sont qu'une seule et même chose. C'est la mer. Toujours elle. Elle le chasse, en même temps qu'elle le garde, qu'elle l'empêche de passer. Elle est folle. C'est elle qu'il faut tuer, puisque c'est elle qui se dresse entre... Le vent qui roule un cœur sur le pavé des cours. Un ange qui sanglote, accroché dans un arbre. La colonne d'azur qu'entortille le marbre font ouvrir dans ma nuit des portes de secours. Un pauvre oiseau qui meurt, et le goût de la cendre. Le souvenir d'un œil endormi sur le mur et ce point douloureux qui menace l'azur font au creux de ma main ton visage descendre. Ce visage plus dur et plus léger qu'un masque et plus lourd à ma main qu'au doigt du receleur le joyau qui l'empoche. Il est noyé de pleurs, il est sombre et féroce, un bouquet vert du casque. Il est doux, quand les vents lèvent la mer immense, d'assister du rivage au combat des marins. Non que les mots d'autrui puissent nous réjouir, mais il nous plaît de voir à quoi nous échappons. Doux aussi, lors des grands carnages de la guerre, de regarder de loin les armées dans les plaines. Mais rien n'est aussi doux que d'habiter les monts fortifiés du savoir, temple de la sagesse, où l'on peut arrêter son regard sur les autres, les voir errer sans trêve, essayant de survivre, se battant pour leur rang, leur talent, leur noblesse, s'efforçant nuit et jour par un labeur extrême d'atteindre des sommets de pouvoir, de richesse. Misérable esprit des hommes, cœur aveugle, dans quelle obscurité, dans quel péril absurde se consume pour rien leur presque rien de vie. N'entendez-vous pas ce que crie la nature? Que veut-elle? Sinon l'absence de douleur pour le corps et pour l'âme un bonheur pacifié, délivré des soucis, affranchi de la peur. Le corps, nous le voyons, se suffit de très peu. L'absence de souffrance est un plaisir exquis. La nature apaisée n'en demande pas plus. S'il n'y a point chez nous des fèves sculptées d'or, qui portent à la main des flambeaux allumés pour éclairer la nuit nos festins, nos orgies, si nos murs ne sont pas tout recouverts d'argent, s'ils ne résonnent pas aux notes des cithars, il suffit entre amis, couchés dans l'herbe tendre, à l'ombre d'une rivière, à l'ombre d'un grand arbre au bord d'une rivière, de pouvoir apaiser simplement notre faim. Surtout quand le temps sourit, quand la saison est gaie de mille fleurs des prairies verdoyantes. Les fièvres, les douleurs ne cessent pas plus vite sur des tapis brodés, sur la pourpre écarlate, que si l'on doit coucher sur un drap plébéien. Les trésors pour le corps ne sont d'aucun secours, non plus que la gloire ou la noblesse d'un trône. Comment pour notre esprit serait-il plus utile? Tu peux bien regarder tes légions parader, jouer la comédie bravache de la guerre, à grand renfort de fantassins, de cavaliers, tous aussi bien armés, tous aussi féroces. Crois-tu par ce spectacle effrayer tes fantômes? Crois-tu vaincre ta peur, ton angoisse de mort? Crois-tu trouver en toi la paix, la liberté? L'espoir absurde et vain, l'angoisse, les soucis ne craignent ni les coups ni les fracas des armes. Ils hantent aussi bien les riches et les puissants, sans respect pour l'éclat de l'or ou de la pourpre. La raison seule, en nous, peut les mettre en déroute. Mais comme les routes, ça n'était pas son corps, au lieu d'arriver à Londres, il s'était retrouvé dans un petit village au milieu de nulle part. Un endroit où si tu continuais
continué à marcher après 2 virages de l'autre côté de la colline pour finir tout à coup. Tu voyais la mer. Lui, il ne l'avait jamais vue, la mer. Et ça l'avait foudroyé sur place. C'était ça qui l'avait sauvé, à en croire. Il disait, c'est comme un hurlement géant, mais qui ne s'arrêterait jamais de crier. Et ce qu'il crie, c'est: bande de cocus! La vie, c'est quelque chose d'immense!